11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et sur Europe 1, vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h et vous témoignez et réagissez aussi au 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Bonjour. La grande marche contre l'antisémitisme à Paris dimanche. L'appel est lancé par le président du Sénat, Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République, est-il dit dans le communiqué, Marine Le Pen et Jordan Bardella s'y rendront. La France insoumise ne sera pas là. Jean-Luc Mélenchon a déclaré aussi hier sur les réseaux sociaux: les amis du soutien inconditionnel au massacre ont rendez-vous. Êtes-vous choqué par ces propos? Jean-Luc Mélenchon, évidemment, c'est régulièrement ce qui déclenche parfois les réactions des uns et des autres. Nous allons être avec Vianney. Bonjour Vianney. Bonjour Pascal. Et merci, vous êtes évidemment non pas le chanteur qui s'était exprimé ces dernières heures, mais vous êtes un auditeur de 21 ans, C'est vous ça, habitez dans le Nord. C'est ça, ouais. Et vous serez peut-être à cette manifestation de Pas du tout. dimanche. Pas du tout. Pourquoi pensez-vous que ce ne soit pas forcément une bonne idée? Je pense que, déjà, je pense qu'il y a certains partis qui vont tirer leur épingle du jeu en faisant un peu de récupération. Et aussi parce que je trouve qu'en soi, on en fait un peu des caisses de l'antisémitisme. Je pense qu'en vrai, le terme est peut-être un petit peu exagéré, pour le coup. Cher Vianney, c'est le début de l'émission, donc je vais essayer de garder mon calme, parce que l'expression que vous utilisez, mais bon, vous avez 21 ans, c'est entendu, et je ne veux pas vous condamner, mais on en fait des caisses. Est-ce que vous avez idée de ce que vivent aujourd'hui les Juifs français sur notre sol? Si vous avez idée, vous n'êtes pas juif vous-même. Les Juifs ont retiré la mezouza de leur maison. Les Juifs français ont retourné. C'est extrêmement grave. Je suis d'accord. Alors pourquoi vous dites on en fait des caisses? Ce que je veux dire, Pascal, c'est que décrire ça comme tel, je pense que aujourd'hui, 70% des gens qui, on va dire, soutiennent le parti adverse ne le font pas par antisémitisme, ils le font parce que ils ont vu des choses, etc. Ils se sont fait une opinion qui est différente de celle Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas ce que vous dites. Partout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne comprends pas. Moi j'ai envie. Je pense que chacun doit prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui en France, que le visage de l'antisémitisme a changé depuis 30 ans et il est essentiellement islamiste. Et qu'effectivement, nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble. Oui, exactement. Ça, je suis d'accord. Oui, mais alors pourquoi vous dites cette expression? On en fait des caisses qui me choquent. Non. C'est parce que aujourd'hui, marcher contre l'antisémitisme, il faudrait surtout marcher contre l'islamisme. C'est ça, moi, que je dis. C'est que aujourd'hui, la principale source, on sait d'où elle vient, quoi. Bon, en tout cas, Vianney, je ne sais pas où vous êtes sur un chantier, vous êtes en train de... Parce que j'entendais... Non, je me suis isolé. Vous devriez plus... Mais qu'est-ce qui se passe près de vous? Il y a quelqu'un qui fait des travaux? Mais vous pouvez nous le dire. Travail. Ah, vous êtes au travail? Et au travail, il y a quelqu'un avec son marteau? Non, c'est une pompe. Une pompe? Ah, bon. Ouais, c'est une pompe hydraulique. Donc, c'est vrai que je suis parfois, non pas choqué, mais disons surpris, parce que je travaille avec beaucoup de gens qui sont très jeunes aujourd'hui. Et je trouve parfois il y a une forme de désinvolture dans les paroles qui peut me surprendre. Comme si rien n'était grave. Vous voyez, vous dites, on en fait des caisses. On s'est pas mal compris, moi, c'est ce que vous dites. Donc, il y a eu des actes antisémites en un mois, comme plus qu'en un an. Ça je suis d'accord sur le fait qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Alors, il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Mais il faut s'interroger sur la cause, c'est tout. Je pense. Je vous ai pas entendu. Je pense qu'il faut s'interroger principalement sur la cause de tout ça. Mais la cause, on la connaît. Bien sûr, on la connaît. Pardonnez-moi, la cause, on la connaît. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, sur le sol de France, une religion qui est l'islam, avec sa dérive, l'islamisme, et qui, aujourd'hui, veut imposer un mode de vie, un code de vie aux uns et aux autres au nom d'un Dieu. Voilà. Là, vous dites que c'est une dérive. Moi, je pense que, honnêtement, l'islam, aujourd'hui, qu'on dit modéré, s'inscrit dans un champ qui n'est pas du tout républicain.
l'islamisme, c'est censé être les gens qui sont les plus intégristes, etc., etc. Aujourd'hui, la majorité des gens de cette confession évite tout dialogue sur ce sujet. Parce ça dépend la génération, ça dépend quel âge ils ont. Alors manifestement, moi je suis pas en prise avec la jeune génération, mais effectivement, elle semble différente de l'ancienne. Les musulmans que je croise qui ont 60-70 ans disent parfois qu'ils ne reconnaissent pas les plus jeunes et le rapport qu'ils ont à leur religion. Tout ça demande des enquêtes sans doute, et tout ça demande... J'espère que ce que vous dites n'est pas vrai. Voilà. Que n'est pas tout à fait vrai. J'espère que dans la jeune génération de 20 ans, il y a la majorité des musulmans pratiquent... Je l'ai côtoyé de très près de par les études et je peux vous dire que c'est beaucoup plus inquiétant que ce que l'on pense. Alors c'est paradoxal parce qu'il faut en faire des caisses à ce moment-là, comme vous dites, pour reprendre votre question, parce que si vraiment ce que vous dites est juste, faut le dire. Mais on marque une pause à 11h11, ce qui nous permet de saluer toute notre petite équipe. Évidemment, notre ami Fabrice Lafitte qui est là. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Est-ce que la récolte a été bonne ? La récolte. Les vendanges, Lafitte. Ah oui, au château, oui, nous avons mis ça. Parce que je sais que vous êtes propriétaire d'un château. Ah exactement. Qui est parmi un des meilleurs vins du monde. Et j'ai vu que la France était de nouveau le premier producteur de vin. Oui. Et je sais que vous avez des milliers de bouteilles chaque année. D'ailleurs, tout le monde dans ma famille me surnomme le trou du fût pour ça. Parce que j'ai beaucoup de bouteilles, beaucoup de choses. Ça, c'est pas possible. C'est dur à 11h12. Ça, c'est pas possible. Non, mais franchement, je pardonne au nom, les auditeurs sont effrayés de ce qu'ils viennent d'entendre. Nous, on lui pardonne pas. Non, là, c'est trop. Et je salue monsieur Olivier Guénec qui a une demande. Il est venu me la faire avant cette émission. Mais oui. Il aime beaucoup une chanson de Céline Dion qui s'appelle D'amour et d'amitié. Mais oui, je l'adore. Oui, et on ne veut pas me la diffuser. Oh là là. C'est magnifique. Mais elle est magnifique. C'est sa première chanson en plus. Elle était venue chez... Avec Michel Drucker, oui. Magnifique. Mais pourquoi il ne voulait pas que vous passiez cette chanson ? On m'a dit que j'en fais des caisses. Oh, pardon, justement l'expression. Mais on m'a dit que j'en fais trop avec cette musique que je trouve la plus belle du monde. On me dit mais arrête, c'est bon. Mais c'est un peu votre histoire d'amour et d'amitié. Mais c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Avec une femme. C'est-à-dire d'amour et d'amitié. Vous vivez une romance. Attendez, on doit faire la pause là, non ? C'est pas la pause, 11h13 ? Une romance. Oui, dites-moi, oui. Comme Viviane. Viviane Romance. Viviane Romance. C'est ça ? Oui. Je commence à vous connaître. C'était une comédienne d'un autre temps. Ah bon ? 11h18. Mais on est... non, 11h18, 11h13. 11h13. Ça va vous ? Oui. Écoutez, on est le 8 novembre, c'est l'anniversaire d'Alain Delon. Donc c'est un jour important. D'ailleurs, ce jour devrait être férié. Je ne sais pas quoi vous répondre. Ça devrait être un jour férié. Voilà, mais pourquoi pas ? Mais pour rendre hommage. Pas de souci, chef. Tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Et avec Pascal Pro, vous réagissez à l'antenne sur Europe 1 entre 11h et 13h en appelant le 01 80 20 39 21, Pascal. Et notre ami Vianney est déjà parti ? Eh oui, Vianney est au travail. Mais oui, mais alors on ne prévient pas monsieur Olivier Boubouk. Oui, excusez-moi, c'est de ma faute. Oui, parce qu'il est déjà parti. Mais Laura est là. Mais il est déjà parti ? Oui, il est parti. Il est parti ? Il n'est pas là. Oui. Mais c'est dommage. Laura, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Laura. C'était vous qui étiez avec nous hier ? C'était moi. Bon, et donc vous êtes de retour. Merci, Laura. Cette marche contre l'antisémitisme et ceux qui y seront, ceux qui n'y seront pas, est-ce que vous pensez que ce sera un marqueur peut-être pour la société française ? Alors, j'aimerais, mais je pense pas. Mais encore ? Je pense pas parce que si vous voulez, déjà moi je suis de confession juive et cette marche elle me met mal à l'aise. Franchement, elle me met mal à l'aise parce que en fait, je comprends pas qu'on en arrive là en fait, qu'il faille marcher contre l'antisémitisme. Le judaïsme, c'est pas une religion de revendication, si vous voulez. On revendique rien, on demande, il n'y a pas de revendication. Je veux dire, l'antisémitisme, je sais pas. Pour moi, ce qu'il y a à faire, c'est pas faire une marche contre l'antisémitisme. Il y a des actions qui sont plus importantes à mener aujourd'hui que de faire une marche, en fait. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ?
Pour moi, on contourne le problème. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui qu'on a une Madame Soudé qui est vice-présidente de la lutte contre l'antisémitisme, qu'on a cette Madame Pommier qui était en charge au Quai d'Orsay, je pense qu'on veut déplacer un peu le problème. Mais si vous voulez, la haine, c'est cet amalgame-là qui est alimenté. Si vous voulez, il vient pas. Enfin, on veut le déplacer sur les musulmans, mais je pense que le problème, il est plus profond que ça. Comme, je veux dire, j'écoutais Vianney qui parlait, qui s'est, à mon avis, un peu mal exprimé. Mais en fait, si vous voulez, la jeune génération, c'est la vérité. C'est vrai qu'elle ne se rend plus compte de quoi on parle, en fait. C'est-à-dire que il y a une génération, je pense, qui a 20-25 ans aujourd'hui, qui n'a pas eu la même éducation que celle que nous on a eue. Et c'est-à-dire que vous avez quel âge, Laura? Moi, j'ai 35 ans. Non, mais c'est vrai qu'ils sont élevés parfois au lait de la rancœur d'abord contre la France, c'est ce qu'elle a fait, hein, et notamment son attitude, disons-le, au 19e siècle, 20e siècle, parfois coloniale, et c'est une population qui est issue de l'émigration, qui est née sur le sol de France, mais dont les parents, les grands-parents, pensent-ils, ont dû souffrir d'une réalité, c'est que la France a été coloniale, donc ça c'est la première chose. Oui, et puis après, il y a effectivement la Palestine qui est au cœur, sans doute, des préoccupations d'un musulman, mais dans le monde entier. Mais alors, si vous voulez, moi, je comprends, et je veux dire, mes parents, moi, ils ont souffert également, si vous voulez, ils ont été aussi déracinés, ils ont quitté l'Algérie, ils avaient 25 ans, ils ont tout abandonné, ils sont venus en France, ils sont partis de rien, et ils ont aimé la France, parce que déjà, pour eux, ils étaient déjà en France avant, ce qui est aussi vrai, mais si vous voulez, ils ont vu la chance que la France leur donnait. Et je pense qu'il y a beaucoup de musulmans de cette génération-là aussi, qui ont saisi cette chance-là. Mais le problème pour moi, il n'est pas essentiellement là. J'ai l'impression, si vous voulez, moi je veux dire quelque chose, c'est que j'ai vécu en 95 l'attentat à la bombe de l'école juive de Lyon. Si vous voulez, j'étais en CP et en fait je me rends compte qu'en 30 ans, rien n'a changé en fait. Ah si, je sais pas si il y a quelque chose. Ah non, si, il y a quelque chose qui a changé, c'est que l'antisémitisme n'est pas le même. L'antisémitisme aujourd'hui a le visage de l'islamisme. Alors que l'antisémitisme avant, il était déjà résiduel d'ailleurs dans les années 80-90, mais il y avait un antisémitisme qui venait parfois d'ailleurs de la religion catholique, qui était culturel, oui, mais alors, moi, avec le point d'orgue de l'affaire Dreyfus, etc. Oui, mais je ne veux pas avoir la naïveté de croire que l'antisémitisme s'est déplacé. Je pense qu'il s'est dédoublé. Mais je ne pense pas qu'il se soit déplacé. Je pense que beaucoup de gens. Vous savez, l'antisémitisme, j'ai envie de te dire, qui vient de la religion catholique, il a quand même fortement diminué pour deux raisons. Oui, d'abord parce que. Alors, heureusement, oui. D'abord pour deux raisons. Non, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous, Pascal. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il y en a un nouveau et qu'il y a un ancien. Oui, mais alors le problème aussi de cet antisémitisme, c'est aussi cette espèce de gauche politique depuis 30 ans qui a infiltré tous les services publics. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, vous voyez, les services de police font un travail exceptionnel. Moi, je le vis, je l'ai vécu sur certaines situations. Ils bossent, ils y vont, ils font des enquêtes, etc. Les renseignements, les plateformes de signalement, etc. Mais leur travail, il est pris, il est jeté à la poubelle par la justice. Merci en tout cas, Laura, de cette première intervention. Je vais vous reprendre tout de suite après la pause parce qu'il est 11h21 et vous savez les impératifs que nous avons des pages en couleur régulière. À tout de suite. Et vous participez, vous réagissez au 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Pascal Praud. Et vous réagissez de 11h à 13h au 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud sur Europe 1. Sur les réseaux, il y a Huguenot Olivier qui nous dit bravo, Monsieur Boubouk, pour d'amour ou d'amitié. Oui. On aura peut-être le droit à un deuxième passage. Oh, ce serait génial. Et bien sûr, parce que Monsieur Huguenot Olivier. Oh là là. On pourrait faire une rubrique la chanson du jour. Oh. Bon, on le fait déjà un petit peu, non? Non, parce qu'on a plein de chansons. Ça serait la chanson du jour. On écouterait d'autres chansons, mais la chanson du jour, et on aurait un jingle chaque jour. Oh mon Dieu. Qui nous présenterait cette chanson du jour. Je ne sais pas si c'est vous qui le feriez ou DJ Fab, son histoire. C'est le registre de Monsieur Fabrice. Ou alors un auditeur. Non, ça serait un auditeur qui proposerait la chanson du jour.
Attendez, ça me fait du travail en plus, ça. Moi, je dois trouver quelqu'un qui. Non, c'est une très mauvaise idée. Chanson, mais alors c'est une mauvaise. Non, c'est une mauvaise idée si ça me fait du travail en plus. Non, merci. Mais voilà, il faudrait que ça soit original, différente, parfois comique, parfois non, parfois romantique, et ça. La chanson du jour. Oh, avec un jungle. Avec un jungle, bien sûr. Bon, Laura, vous dites, j'entends ce que vous dites. Vous dites au fond, est-ce que c'est vraiment utile? Ça sert pas à grand chose de faire cette marche entre l'antisémitisme. Pourquoi en est-on arrivé là? Bon, j'entends tout ce que vous dites, mais bon, c'est un fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faut bien que chacun prenne la mesure de ce qui se passe. Oui, mais franchement, je pense pas. Je pense pas que les gens prennent la mesure de ce qui se passe. Voilà, c'est ce que disait Vianney, on en fait des caisses. Peut-être qu'on en fait des caisses, mais en attendant, c'est la vérité. En attendant, on a peur d'emmener nos enfants à l'école, on a peur de faire nos courses. Vous avez des enfants, Laura? Oui, j'en ai 2. Bon, et est-ce que votre vie a changé depuis le 7 octobre? Est-ce que, par exemple, la mezouza, est-ce que vous l'avez retirée de votre maison? Non, je ne l'ai pas enlevé. Bon, le nom de votre sur la boîte aux lettres. Non, j'ai rien Est-ce enlevé. que j'entends parfois des gens qui disent je prends pas de taxi, je prends pas d'Uber? Oui, alors par contre, oui, mais alors les Uber, ça fait un moment. Hein, moi, j'ai des amis proches qui se sont fait agresser en arrivant à la gare parce que leur nom, ça date d'avant le 7 octobre. Hein, donc les Uber, ça fait longtemps que j'en prends plus. Mais par contre, c'est vrai que voilà, je fais plus, j'accueille plus de livreurs, je les donne aux gardiens. Enfin, c'est vrai que oui, je vis différemment depuis le 7 octobre. Et vos enfants sont dans une école confessionnelle? Oui. Et cette école, je ne sais pas d'ailleurs d'où vous appelez de Lyon. Hein. De Lyon. Bon, la communauté effectivement juive à Lyon est importante historiquement. D'ailleurs, j'entendais, il reste un seul rescapé de la Shoah à Lyon. Un seul. Il restait une dame qui est décédée il y a quelques temps, qui avait 101 ans, et il reste une personne qui a 95 ans et qui a témoigné d'ailleurs sur l'antenne de CNews, et c'est pour ça que je vous en parle, et lui-même racontait évidemment lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'il est arrivé dans un camp, et il racontait, et c'est terrible parce que cet homme est né avec l'antisémitisme et il va mourir dans une société où l'antisémitisme est présent. Je trouve que c'est absolument terrible, bien sûr, Laura. Mais je pense, en fait, si vous voulez, que moi, je l'ai toujours connu et je pense que mes enfants le connaîtront. Et malheureusement, je sais pas ce qu'on peut. Vous voyez, je vous dis, on n'est pas dans la revendication, en fait. On veut rien imposer. On veut juste vivre tranquillement et ne pas, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais vous avez une guerre de religion qui se profile où des gens veulent imposer au nom de la religion un code de vie. Et parfois, effectivement, Israël, pour cette religion, est un adversaire, disons les choses. Oui, mais vous savez, j'ai l'impression aujourd'hui... Oui, mais moi, je le vois dans mon quotidien. Je fréquente énormément de personnes de confession musulmane, des personnes même qui sont nées dans des cités, qui ont vécu dans des cités avant, enfin vraiment, des personnes, on peut se dire, et je les ferai, et honnêtement, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est ce que j'entends. Enfin, je veux dire, comment on ne peut pas, comment M. Mélenchon n'est pas condamné? Je veux dire, on ne compte pas les condamnations de M. Le Pen, à juste titre. Mais pourquoi la justice a fait son travail ici et elle ne le fait pas là? Cette Madame Soudet, tous ces députés qui prennent la parole. Parce que juridiquement, ils sont assez malins, sans doute, pour ne pas tomber sous le coup de la justice. Je vous assure, c'est ça qui me fait peur. Franchement, je me dis que les gens que je côtoie au quotidien, on arrive à discuter. Moi, j'arrive à leur expliquer que, au fond de mon cœur, moi, je rêverais que la Palestine, ce soit un Dubaï. Et pourquoi ce ne serait pas, en fait? Pourquoi on ne pourrait pas avoir un pays musulman avec qui on s'entend bien, où les gens sont heureux? Enfin, vous voyez, pourquoi c'est l'étendard de la haine? Parce que c'est l'histoire des hommes. C'est l'histoire des hommes, Laura. La pause et on revient. Et c'est l'histoire des hommes. Les hommes sont horribles, évidemment, dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des affrontements, des guerres, de religion. On a de leçons à donner à personne, nous-mêmes, sur notre sol. On va en parler tout de suite après la pause. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Merci de nous rejoindre, vous écoutez Europe 1, Pascal Pro, de 11h à 13h. Et vous, au standard, vous appelez le 01 80 20 39 21. Et Laura est partie sans doute, et je la salue, je la remercie, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle nous appelle, et c'est vraiment intéressant de l'écouter. En même temps, Laura, mère de 2 enfants, juive, à Lyon, qui exprime sa peur. Vos souhaits. Pardonnez-moi, la climatisation... c'est vrai que c'est un message qu'il faut entendre. Nous sommes avec Mathéo. Bonjour Mathéo, vous êtes étudiant.
Bonjour Pascal. Et merci Mathéo de nous appeler. Vous avez écouté Vianney et vous avez eu envie de réagir à ce que disait Vianney, qui dédramatisait dans un premier temps et puis après quand même il disait oui bien sûr c'est important ce qui se passe et même ça peut être effrayant. Donc il revenait un peu sur ce qu'il avait dit au départ sur l'importance de cette manifestation. Mathéo, c'est à vous. Exactement, mais au-delà du fait qu'il est revenu sur ses paroles, ce sont les insultes, les menaces qu'il a reçues qui sont inadmissibles et c'est la raison, je pense, pour laquelle il est revenu sur ses dires. Quand on appelle au meurtre à quelqu'un, quand on menace de violer sa femme, c'est inadmissible. Et plus globalement, ça relève d'une dynamique sur les réseaux sociaux où en fait on ne peut plus s'exprimer librement sous peine d'être muselé et d'avoir une mort sociale de par le camp d'en face. C'est vrai que c'est très violent. Alors, on n'a écouté que des auditeurs et peut-être peut-on entendre certaines personnalités qui se sont exprimées sur l'antenne d'Europe 1, notamment sur cette marche contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, pardonnez-moi, qui est programmé dimanche. Je vous propose d'écouter Samuel Chandler. Samuel Chandler, père et grand-père de 3 victimes assassinées par Mohamed Merah. Il était l'invité hier matin de Dimitri Pavlenko. Il est temps parce que ça fait un mois quand même. Hein. Pardon ? Ça fait un mois. Ça fait un mois, mais d'abord c'était focalisé sur Israël. Et là, actuellement, on voit bien, il y a une réaction. Vous avez le nombre d'actes antisémites qui est croissant, qui est pratiquement exponentiel. Voilà. Et donc c'est une manière de lutter contre l'antisémitisme. Alliot était également sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. Il est maire Rassemblement National de Perpignan. Il était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Le Rassemblement National, c'est une candidate qui a été au 2e tour d'élection présidentielle et qui a fait plus de 42% des voix. C'est un groupe parlementaire de 89 députés à l'Assemblée nationale. C'est des maires, ce sont des élus locaux. Derrière, il y a des électeurs. C'est pas, ils descendent pas du ciel ou de la planète Mars. Ils sont les représentants d'un électorat et d'un peuple de citoyens qui a voté. Vous êtes en train de dire qu'il y a toute légitimité à y être. Exactement. Et puis Fabien Roussel du Parti communiste a pris la parole également, cette fois pour fustiger Jean-Luc Mélenchon après sa prise de position de ne pas vouloir être présent lors de la manifestation contre l'antisémitisme. Je vous rappelle les mots de Jean-Luc Mélenchon: les amis du soutien inconditionnel au massacre ont leur rendez-vous. Et il avait également écrit sous prétexte d'antisémitisme. Sous prétexte, entendez-vous bien. Fabien Roussel. Ça, c'est des propos excessifs encore à chaque fois de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est fini, on a coupé avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne parle plus de Jean-Luc Mélenchon. La NUPES est enterrée, c'est terminé. Donc c'est pas le sujet. Écoutez, ça mérite d'être clair. Assez étonnant d'ailleurs qu'il ne s'en soit pas rendu compte avant, mais après tout, on peut se tromper, mieux vaut tard que jamais. Mathéo, votre sentiment, d'abord, est-ce que vous serez présent à cette manifestation si vous n'êtes pas physiquement? Est-ce que, j'ai envie de dire, vous accompagnez de vos voeux cette manifestation qui est programmée dimanche? Alors écoutez, oui, si physiquement je ne peux pas être présent, je le serai mentalement, parce que ce qui se passe aujourd'hui, les pressions et les menaces qu'on a sur les Juifs en France sont extrêmement graves. Je suis étudiant à Lille et on a remarqué une recrudescence de tags antisémites et de croix gammées sur toute la ville de Lille. Donc c'est extrêmement grave et ça doit tous nous alerter, nous alerter, que l'on soit de droite ou de gauche. Vous êtes étudiant dans quelle discipline? En sciences politiques. Donc forcément, il y a des discussions qui peuvent être vives aujourd'hui à l'intérieur de l'amphi, avec, j'imagine, des catholiques, des juifs et des musulmans qui sont représentés? Écoutez, aujourd'hui, chaque chose qui se passe dans la société fait caisse de résonance au sein de la licence de sciences politiques. On a eu pendant de très nombreux mois la réforme des retraites, et aujourd'hui c'est autour du conflit israélo-palestinien, avec des étudiants exclusivement d'extrême gauche comme à l'UNEF ou à Solidaire, qui mettent des pressions assez importantes sur des étudiants qui ne souhaitent pas prendre position à la fois pour la Palestine ou pour Israël, ou même pour les personnes simplement qui prennent position, et les Juifs. On a de grosses menaces et même des violences. Nous sommes en pleine période électorale actuellement à l'Université de Lille,
Et avec l'UNI notamment, on reçoit de très nombreuses menaces tous les jours. Pour vous prendre un exemple, hier sur un de nos campus, nous avions 5-6 personnes cagoulées et masquées qui attendaient nos militants de droite à la fin du campus pour en découdre. Ce que vous dites est effrayant, mais vous-même, vous avez un engagement politique ou syndical ? Exactement, je suis au sein du syndicat étudiant de l'UNI à Lille. Alors l'UNI qui est plutôt classé à droite. C'est ça, c'est le syndicat étudiant de droite qui regroupe tous les partis, tous les courants de droite. On s'inspire dans une ligne patriote avant tout chez les étudiants. Donc évidemment, aujourd'hui, avec les syndicats d'ultra-gauche, ça a toujours été très violent de toute façon ce qui s'est passé dans les facultés, mais la discussion est difficile. La discussion est difficile et les relations ont toujours été extrêmement compliquées. Mais quand vous avez des sujets comme ça, la réforme des retraites et encore plus le conflit israélo-palestinien qui, dans les relations et dans les manières de parler, est beaucoup plus violente que la réforme des retraites, ça augmente considérablement les menaces et surtout les violences qu'on peut avoir de la part de ces syndicats d'extrême gauche. Parce que la grille de lecture de l'extrême gauche, c'est de défendre les minorités, et l'extrême gauche considère que la Palestine est un pays opprimé et que Israël a tous les torts. Évidemment, je fais un raccourci et une synthèse très rapide, mais on est dans cet esprit-là. Mais c'est un raccourci, mais qui est totalement juste. On a eu des militants d'ultra-gauche à Lille qui ont collé des affiches où il était marqué que le Hamas que le Hamas effectuait une résistance, que c'était un mouvement de résistance, mais ça s'inscrit dans la ligne politique de leur mentor, à savoir la France insoumise et les propos notamment de Daniel Obono. Merci beaucoup Mathéo Vous avez cours aujourd'hui, Mathéo ? Eh ben, écoutez, je suis en pleine période électorale, on tracte toute la journée, donc pour cette fois, vous m'excuserez, mais je ne suis pas présent. C'est quoi le programme en ce moment ? Là, vous êtes en quelle année de Sciences Po ? Vous avez 21 ans ? Je suis en 2e année. Et là, quelles sont les matières non pas les disciplines, mais les sujets que vous traitez ? Alors, c'est beaucoup de théories de sciences sociales, de sociologie, d'économie. C'est très théorique et en fait on brasse énormément de disciplines qui aujourd'hui en fait se retrouvent en politique et dans le débat public. Formidable de faire Sciences Po. Donc vous êtes en fac, hein, vous, c'est université, hein ? C'est ça, l'université de Lille. Donc quelle chance vous avez d'apprendre comme cela et de pratiquer cette matière qui vous permettra peut-être d'être journaliste, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont passés par la case sciences politiques à l'université ou même dans les IEP, les instituts d'études politiques. Peut-être, le temps nous le dira. Exactement, Mathéo. Vous savez déjà ce que vous avez envie de faire plus tard ? Écoutez, on ne peut jamais compter sur ça pour un plan A, mais de la politique et de l'influence politique, parce que je veux mener un combat des valeurs et montrer que nos valeurs sont celles qui sont les plus belles et les plus honorifiques pour la France. Vous savez qu'il n'y avait qu'une seule question que posait un célèbre psychanalyste. Alors, comme je l'ai dit souvent, monsieur Boubouk va rire. La seule et vraie question de la vie, il n'y en a qu'une, monsieur Olivier. C'est laquelle ? La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle ? Non, c'est pas une question. Quelle est la seule ? Quand Lacan, il s'appelait Lacan, il était rue de Verneuil, quand quelqu'un entrait dans son bureau, en l'occurrence dans son cabinet, il ne posait qu'une question. Il considérait que c'était la question la plus importante de la vie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une dans la vie. Oh là là, j'ai un coup de mémoire, oui, mais dites-moi. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Juste qu'est-ce que tu veux ? Juste ça. Et il y a des gens qui ont répondu très tôt à cette question. Ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ils n'ont pas de soucis dans la vie. Parce qu'ils ont répondu précisément à cette question. Et puis il y en a d'autres qui n'ont jamais répondu à cette question toute leur vie. Donc ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. D'ailleurs on dit, c'est pas vraiment ce qu'il veut lui, c'est pas vraiment ce qu'il veut. Bon. Et ceux qui ont répondu à cette question, on ne sait même pas pourquoi ils ont répondu, d'ailleurs ça doit être leur nature, et ça, ils traversent la vie. Voilà. Alors qu'est-ce que tu veux ? Tu veux vivre à Paris ou vivre à Brest ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux être médecin ou tu veux être, ou tu veux être journaliste ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux vivre avec un homme ou tu veux vivre avec une femme ? Bon, c'est ça, qu'est-ce que tu veux ? D'accord. Qu'est-ce que tu veux ? Mais il y a beaucoup de gens qu'on appelle indécis. Ah bah oui. Qui est le contraire des gens qui savent ce qu'ils veulent. Bien sûr. C'est bon, je retiens. Et vous mettez dans quelle catégorie ? Ah non, alors là, moi, je sais ce que je veux. Alors là, depuis tout le temps, depuis toujours. Ah bah, et vous voulez quoi ? Ah bah, c'est-à-dire Bon, la pause. À bientôt.